Qu'est-ce qu'il m'a dit? Enfin, ça, je sais pas. Voilà. Bienvenue pour le quatrième et dernier épisode du cycle sur l'alimentation. Je ne me lancerai pas dans un résumé hasardeux des 3 épisodes précédents, sauf à définir la logique qu'il y a eu entre toutes ces interventions et tous ces rendez-vous, et je vois des visages qui ont été fidèles, des nouveaux visages aussi. La question de l'alimentation était déjà prégnante avant les crises successives que connaît le pays. Elles sont aujourd'hui encore plus sensibles et ressenties par tous. Si dans un premier temps, on a essayé de se demander comment faire pour faciliter l'arrivée, l'installation d'agriculteurs soucieux d'une alimentation et d'une agriculture protectrice de l'environnement et protectrice des êtres humains. Rapidement, on s'est posé la question de savoir comment faire, quelles étaient les méthodes. Et aujourd'hui, on va essayer de se projeter dans l'avenir avec Antoine Couturier qui, comme vous voyez, je pense que c'est assez évocateur, propose avec Sol Agro After 2050. Nous sommes aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Couturier, écartelés entre l'urgence extrême d'adapter nos pratiques, d'adapter notre consommation, d'adapter notre vision de ce que peut être l'alimentation, et écartelés entre ça et la nécessité de prévoir sur du long terme, sur 20 ou 25 ans, les changements nécessaires d'une agriculture qui, en France, nécessitera beaucoup d'efforts, de cohérence et un moment essentiel de son histoire. À titre personnel, je vous remercie tous d'avoir été fidèles et bienvenue aux nouveaux. Et puis, je remercie profondément Victor Maes, sans qui tout ceci n'aurait absolument pas été possible. Je remercie beaucoup Jean qui permet aux choses de se dérouler dans un grand confort de l'audition et de la vision. J'alerte aussi tout un chacun sur le fait qu'il faut se projeter très loin dans l'avenir pour envisager une alimentation durable, mais qu'il faut se projeter à très court terme pour extrêmement bien manger après la conférence grâce à Sarah, qui, pendant que nous bavardons, elle s'active avec le talent que je pense tout le monde lui connaît. Merci beaucoup, bonne soirée, je cède la parole à Monsieur Couturier. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Antoine Couturier, je suis lyonnais et je travaille donc dans cette association Sol Agro, qui est un bureau d'études associatif qui a été fondé il y a 40 ans, en 81, et qui depuis 81 essaye d'imaginer, de concevoir et de promouvoir des transitions dans les domaines énergétiques, agricoles et alimentaires. Donc j'ai grand plaisir à être avec vous ce soir dans le cadre de ce cycle de conférences et de débats qui a été initié ici sur la commune de Carolles. Ce que je vous propose ce soir, c'est, comme le titre de la conférence l'indique, After 2050, donc c'est un scénario de transition. Donc scénario, ça veut dire qu'on est dans un exercice de prospective à l'horizon 2050. Et transition agricole et alimentaire, c'est pour opérer une transition entre la situation actuelle et une situation qui serait souhaitable à l'horizon 2050 sur l'ensemble de l'équation qui se pose à nous aujourd'hui sur les sujets agricoles et sur les sujets alimentaires. Et donc, le scénario de prospective After 2050 que porte l'association Sol Agro, il a pour objectif de nourrir le débat en proposant un chemin. C'est un point, un préalable qui est important, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas avoir raison. On essaye de présenter un exercice qui est cohérent, qui est robuste scientifiquement. On l'a travaillé avec des scientifiques. On a confronté cette vision avec un certain nombre de territoires, d'élus,
à tous les niveaux, du niveau très local jusqu'au Parlement. Et la vocation d'un tel scénario de prospective, en fait, c'est de nourrir le récit, de nourrir l'imaginaire et de nourrir le débat, c'est-à-dire que c'est avant tout l'utilité d'un tel scénario, c'est d'organiser des conférences comme ce soir, de vous présenter une vision organisée de ce que pourrait être une évolution souhaitable des enjeux agricoles et alimentaires, et que chacune d'entre vous se positionne par rapport à ça et chemine dans sa pensée. En gros, je vous propose de procéder en 2 temps. On va quand même prendre le temps de rebalayer l'équation, c'est-à-dire finalement pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une transition agricole alimentaire, quels sont les problèmes qui se posent à nous. Et puis dans un deuxième temps, je vous proposerai la présentation du scénario. Et donc je vais faire une présentation et après il y aura un temps de débat, mais si vraiment il y a quelque chose qui vous chiffonne pendant la présentation, n'hésitez pas à me couper la parole pour poser une question ou apporter un éclairage. Alors pourquoi After 2050 ? C'est quoi l'équation à laquelle on cherche à répondre ? Évidemment, il y a un enjeu de mieux nourrir les hommes, sur l'enjeu nutrition, santé. Il y a l'évidence de lutter contre le changement climatique, et donc le secteur agricole a sa part à faire sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour les agriculteurs et les agricultrices de notre pays, il y a une urgence à s'adapter au changement climatique qui vient les fragiliser. Ensuite, il y a un enjeu d'améliorer le revenu des agriculteurs. Il y a beaucoup de diversité dans les revenus agricoles en France. Il y a des agriculteurs qui vivent très bien de leur travail. Et il y a aussi des agriculteurs qui vivent beaucoup moins bien de leur travail. Et donc là, il y a un enjeu aussi dans l'équation. Évidemment, quand on parle d'agriculture, on parle d'alimentation. Et donc, il y a un impact sur la santé des consommateurs. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de déterminants de notre alimentation qui impliquent des problèmes sur la santé des consommateurs. Garantir la qualité des produits, c'est-à-dire produire une alimentation qui soit saine d'un point de vue sanitaire, mais qui en plus soit de bonne qualité d'un point de vue environnemental et d'un point de vue gustatif, parce que c'est l'exercice qu'on fait ce soir. On peut aborder tous ces sujets sans perdre de vue la convivialité et le côté agréable de l'alimentation. Le chemin parcouru par l'agriculture française a, à certains moments de son histoire, engendré des problèmes, et encore aujourd'hui, sur les écosystèmes. Donc, est-ce qu'on peut compléter cette équation en restaurant autant que possible les écosystèmes qu'on aura dégradés ? Il y a un enjeu d'intégrer le bien-être animal, qui est une préoccupation croissante dans la société. Il y a un enjeu de nouvelle production, de nouveaux services. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce que l'agriculture peut contribuer à produire plus d'énergie, à réduire notre dépendance aux énergies fossiles ? Est-ce que l'agriculture est en capacité de produire, par exemple, de reproduire des fibres pour faire du textile ? Je sais qu'en Normandie, par exemple, il y a une forte dynamique sur la production de lin, avec derrière des manufactures, des gens qu'on remet au travail, on recrée la valeur ajoutée dans le territoire pour faire du textile. Est-ce que l'agriculture est en mesure de produire des matériaux biosourcés qui vont servir à l'éco-construction, à la rénovation écologique de nos bâtiments, etc., etc. Et puis après, on peut se questionner aussi sur les échanges avec l'extérieur de l'agriculture française. Et c'est l'objet de la dernière partie de la soirée, l'agriculture et donc l'alimentation, avant tout, c'est de la saveur, c'est de la convivialité, c'est prendre plaisir, inviter des copains à la maison, ouvrir une bonne bouteille, faire un bon repas. Ça fait partie aussi du savoir-vivre, ça fait partie de notre culture, ça fait partie d'un point qui n'est pas négligeable. Et l'agriculture, c'est aussi des terroirs, des paysages auxquels on est attaché et qu'on a des bonnes raisons de chercher à défendre. Tout ça, c'est l'équation compliquée à laquelle que l'on cherche à résoudre. Et donc, de l'assiette au champ, c'est l'équation complexe à laquelle le scénario After 2050 répond en proposant, donc là je vous dévoile les grandes lignes de ce qui va suivre, une assiette qui sera moins carnée, mieux équilibrée et une évolution réaliste des systèmes agricoles. Donc, comme je vous le disais, on va commencer par rebalayer ensemble les enjeux de cette transition agricole alimentaire et voir quels sont les problèmes qui sont posés. Donc, ce qu'on va voir, c'est d'abord l'enjeu majeur du climat, l'enjeu économique, avec cette tension entre l'accessibilité de tous à une alimentation de qualité, la précarité alimentaire, qui est un phénomène réel et grandissant, et de l'autre côté de l'équation, la rémunération des agriculteurs, le prix qu'on paye notre alimentation, l'enjeu du renouvellement des générations, l'enjeu de la stagnation des rendements agricoles, l'enjeu de la préservation du foncier, l'enjeu nutrition et santé, donc la relation entre l'alimentation et la santé, les enjeux sanitaires et environnementaux, et le premier d'entre eux étant le déclin de la biodiversité, et enfin les différentes feuilles de route de la France. Alors, sur l'enjeu climatique, je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients
de la gravité de la situation climatique et de l'impérieuse nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout secteur confondu, mais là ce soir on parle de l'alimentation. Donc quelle est la situation? Donc ça c'est l'évolution de la température moyenne annuelle en France. Donc là on est en 1899, 2020. En moyenne on voit ici clairement le réchauffement climatique, c'est ça. Pour l'agriculture, ce n'est pas qu'une question de température, c'est une question de gel, de grêle qui vont être plus fréquents, plus violents. C'est une question de froid qui manque, donc de parasites et de maladies, etc., qui se développent davantage. L'agriculture travaille avec le vivant, donc à volume de précipitation globalement constant, mais très irrégulier dans l'année. Et pour les agriculteurs, ça c'est un vrai sujet, etc., etc. Si on regarde simplement la question des vagues de chaleur et des canicules, là vous avez un graphique de Météo France qui correspondent à des mesures, d'accord? Ça, c'est pas de la prospection, ça, c'est vraiment du réel. On est sur la période de 47-2016. Ici, cet axe-là, c'est l'intensité en température. Et ici, c'est la durée en jours de ces épisodes de forte chaleur ou de canicule. Donc, pour les plus anciens, vous vous rappelez de 76. Plus récemment, il y a 2003. La canicule de 2003, c'est 15 000 morts en France, quand même. Parmi, évidemment, les personnes les plus sensibles, nourrissons et les personnes âgées. D'un point de vue agricole, c'est une production de céréales au niveau national diminuée d'un quart, une ressource fourragère, donc les fourrages, c'est ce qui sert à nourrir les animaux, moins 60%, et une mortalité accrue des animaux. Donc ça, c'est le passé. Et la question, c'est qu'est-ce qui pourrait advenir? Et donc, quand on demande aux climatologues de Météo France, en lien avec les travaux du GIEC, que vous connaissez, qu'est-ce qui pourrait advenir? Là, on a une augmentation probable. Vous retrouvez en bleu clair ici les épisodes de 47 à 80, donc du passé récent. En vert, c'est 81 à 2010. Vous avez 2003 ici. En jaune, c'est demain, donc de aujourd'hui jusqu'à 2050. Donc vous voyez une augmentation des phénomènes, mais ils sont plus nombreux en fréquence, mais pas forcément beaucoup plus forts en intensité. Par contre, à la fin du siècle, jusqu'à 2100, on a ici ce qu'on appelle une zone d'incertitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude du point de vue des climatologues sur l'occurrence de ces phénomènes extrêmes. Par contre, il y a une vraie incertitude sur la capacité d'un pays comme la France à continuer à nourrir ses habitants. Parce que là, d'un point de vue climatique, on arrive dans une zone un petit peu inconnue où on ne sait pas comment notre agriculture va réagir, comment ça va tenir. Ici, vous avez la durée en jours. Vous voyez que là, on est sur une période de canicule de 60 jours. Vous imaginez 60 jours, ça veut dire juillet, août. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et donc, je vais vite là-dessus parce que je pense que c'est quand même des choses qu'on a bien en tête. C'est ce qui amène la France c'est ce qui a amené la France à s'engager dans les accords de Paris, la COP 21, et à décliner ces accords de Paris via une stratégie nationale bas carbone qu'on appelle la SNBC. Et la SNBC, elle fixe un objectif politique de réduire d'un facteur 6 les émissions de GES. Les GES, c'est les gaz à effet de serre. Donc là, vous avez la situation aujourd'hui. D'accord. Et pour chaque couleur, il y a un secteur. Donc là, vous avez l'agriculture, l'industrie manufacturière, les déchets, l'industrie de l'énergie, le résidentiel et le tertiaire. Donc en gros, c'est le chauffage de vos maisons et de ce bâtiment. Et là, vous avez le secteur des transports. Donc il y a certains secteurs comme les transports où on leur dit vous allez diviser vos émissions de gaz à effet de serre de 92%. Vous voyez ici, il reste quasiment rien. Pour l'agriculture, évidemment, on ne peut pas faire ça parce que sinon, on va arrêter de manger. On mangera un jour sur 4, ce qui pose un petit problème. Donc, pour l'agriculture, on a fixé un objectif de réduction de seulement 46%. Mais ça veut quand même dire réduire de moitié à 2050 les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. Ce n'est pas une mince affaire, c'est quand même un sujet. J'insiste sur un point, c'est qu'il n'y a pas que la réduction des gaz à effet de serre, il y a aussi la notion de séquestration carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi des puits de carbone. Et c'est là la bonne nouvelle pour l'agriculture, c'est que quand même l'agriculture, c'est une solution très très forte dans cette équation. On dit souvent l'agriculture, mais vous émettez des gaz à effet de serre, oui. Parfois vous polluez les nappes phréatiques, oui, d'accord, ok. Vous faites des traitements, d'accord. Mais par contre, dans l'agriculture, il y a vraiment ici un réel potentiel, des solutions que l'agriculture de France offre à cette équation climatique compliquée. Alors, donc il faut réduire les gaz à effet de serre agricoles. Ok. Quels sont les gaz à effet de serre agricoles? Vous le savez, le principal gaz à effet de serre agricole en France, c'est le méthane. Donc le méthane, il est lié à la fermentation entérique des ruminants, c'est-à-dire les paies et les rots des vaches, pour le dire très clairement, et au stockage des effluents d'élevage.
Les effluents, hein, c'est le pipi, le caca, la paille qui sortent des étables tous les jours. Et quand ils sont stockés, il y a une émanation de méthane. Donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant très très élevé. Ensuite, on a le protoxyde d'azote. Comme son nom l'indique, il est lié à l'azote, c'est-à-dire qu'il est lié à la fertilisation des cultures et des prairies, avec des engrais azotés de synthèse, mais aussi le recyclage des effluents d'élevage. Et enfin, dans l'agriculture, il y a aussi du dioxyde de carbone, évidemment, hein, donc un gaz à effet de serre qui est bien connu, qui est lié à la consommation d'énergie, donc le carburant des tracteurs, et puis des usages de gaz ou d'électricité pour le chauffage ou du froid. Mais c'est une particularité du secteur agricole, par rapport au secteur des transports. Dans le secteur du transport, le gaz à effet de serre principal, à 99%, c'est le dioxyde de carbone lié à la consommation d'énergie fossile. Dans l'agriculture, pour produire de l'alimentation, il y a des processus biologiques qui sont liés au vivant, qui sont le méthane et les protoxydes d'azote. Et là-dessus, on a des leviers très faibles de réduction. D'accord ? Donc, on ne va pas pouvoir décarboner l'agriculture comme on va décarboner les transports en ramenant à quasiment zéro les émissions de gaz à effet de serre du transport à 2050. Pour l'agriculture, ce n'est pas possible, sauf à sauter un repas sur 2. Donc ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Alors, on regarde souvent les émissions de gaz à effet de serre du territoire, ce qui est une notion qui est importante, c'est de regarder, je ne sais pas, sur le territoire qui est le vôtre ou sur le département de la Manche, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, où elles sont, comment elles sont constituées, comment est-ce qu'on peut les relire. C'est une notion qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'on travaille, qu'on travaille la notion d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, ce sont les émissions de gaz à effet de serre directes, celles du territoire, plus l'ensemble du contenu carbone des biens et des services qui sont apportés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur votre territoire, pour produire de l'agriculture, on va utiliser des engrais azotés de synthèse. D'où viennent ces engrais ? Où est-ce qu'ils ont été fabriqués ? Ils ont été fabriqués à l'étranger, ce sont des dérivés du pétrole, fabriqués avec du gaz. Et donc, ils ont un contenu carbone, ils ont une empreinte carbone qui est assez élevée. En plus, ils sont transportés depuis l'Algérie, l'Arabie Saoudite ou la Russie. Donc, le transport, il a aussi une empreinte carbone importante. Or, pour produire sur votre territoire de l'alimentation locale, on a besoin de ça. Donc, une notion plus pertinente de compréhension de l'impact climatique de notre agriculture, c'est bien si on prend en compte les émissions du territoire et tout ce dont on a eu besoin pour réaliser cette agriculture. Ensuite, vous et moi, on boit parfois un petit café, on mange des bananes, et puis, si on n'est pas tout à fait vertueux, au mois d'avril, on aime bien acheter des tomates qui viennent d'Espagne. Donc, dans l'empreinte carbone de notre alimentation, il y a aussi tous les aliments qu'on va importer qui ne sont pas produits localement. D'accord ? Donc ça, on les inclut dans l'empreinte carbone de la France sur le plan alimentaire. Par contre, on va réduire tout ce que la France va exporter à l'extérieur. Par exemple, nos vins, nos champagnes, nos fromages, une partie de la viande qu'on produit en France et qu'on exporte. Et donc ça nous donne une notion plus intéressante qui est celle de l'empreinte carbone. Et donc, si on quitte un peu l'agriculture pour en venir à la question de l'alimentation, ce que vous et moi, en tant que consommateurs, on va manger, on va mettre dans notre assiette, on en vient à la notion de système alimentaire. Et le système alimentaire, il a une empreinte énergétique, mais il a aussi une empreinte carbone. Donc vous voyez l'agriculture, donc des céréales, des animaux pour faire du lait, de la viande, du fromage, des fruits et des légumes. Et derrière, il y a des industries agroalimentaires qui vont transformer ces produits-là avec une empreinte carbone, avec une consommation d'énergie. Il y a évidemment des poids lourds. Je ne sais pas si les greniers d'abondance l'ont cité, mais c'est à la deuxième conférence. On estime qu'en France, il y a plus de 30 000 poids lourds chaque nuit qui circulent à travers le pays pour qu'à 8 h du matin, quand les supermarchés ouvrent, les rayons soient pleins. Et puis, vous et moi, consommateurs, on utilise des voitures pour aller se procurer notre alimentation. Et puis, de temps en temps, on mange au restaurant ou chez des traiteurs. Et ça aussi, ça a une empreinte carbone. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est quelle est la nature de l'empreinte carbone de notre alimentation ? De quoi elle est constituée ? Donc, on a contribué, nous, Solagro, avec d'autres, dont le CNRS, à un programme de recherche qui s'appelait l'empreinte énergétique et carbone de l'alimentation en France. Et on va bien là de la fourche jusqu'à la fourchette. Donc, quel est l'enseignement de tout ça du point de vue de l'empreinte carbone ? C'est que l'alimentation des Français, c'est 24% de l'empreinte carbone nationale. C'est énorme. Vous imaginez ? Ça veut dire qu'au-delà, il y a la production d'énergie, il y a les transports, il y a la construction de nos maisons, il y a tous les biens et les services qu'on consomme. Mais l'alimentation, c'est un quart de tout ça. Donc vous voyez que c'est prépondérant. Ensuite, quand on regarde dans ce petit donuts, ou devrais-je dire dans ce camembert, vous voyez que l'agriculture ici, en jaune clair, ça représente 2/3 de l'empreinte carbone de notre alimentation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que dans ce qu'on mange, il y a encore 2/3 de l'empreinte carbone qui est liée à l'agriculture directement. Après, il y a les IAA, ce sont les industries agroalimentaires. Donc ça, c'est la transformation du lait en fromage, en yaourt, de la viande en plat transformé, etc., etc.
Ensuite, il y a le transport. C'est le deuxième poste avec 19% de notre empreinte carbone de notre alimentation qui est liée au transport. Et ensuite, il y a vous et moi, les ménages, avec 10% de l'empreinte carbone de l'alimentation des Français qui est liée au transport des ménages et à la consommation des ménages au domicile. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Vous avez probablement un congélateur, un frigo, vous consommez du gaz ou de l'électricité pour produire votre alimentation, et donc tout ça, ça a aussi une empreinte carbone. Donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça ? On conclut que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir jouer sur l'agriculture, mais il y a aussi un enjeu de transport, il y a aussi un enjeu de consommation d'énergie par les ménages. Et sur ces deux derniers points, du coup, se pose la question de comment est-ce qu'on peut relocaliser au moins une partie de ce qu'on va consommer. Et donc, plus ça va être fait localement sur le territoire, plus on réduit ces postes-là et plus on améliore le bilan, non pas seulement de l'agriculture, mais de l'ensemble de l'équation alimentaire. Une autre manière de représenter les choses, ça c'est un travail qui a été fait par un cabinet qui s'appelle Carbone 4, Jean-Marc Jancovici pour ceux qui connaissent, avec un outil MyCO2 qui a été développé par l'ADEME. Et c'est une estimation de l'empreinte carbone moyenne en France en 2019. Donc en moyenne, vous et moi, on estime qu'on a une empreinte carbone qui est l'équivalent de 10 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Et donc vous voyez qu'on a une empreinte carbone parce qu'on se déplace, donc essentiellement en voiture, une empreinte carbone parce qu'on mange, parce qu'on se loge, donc une maison qui consomme du gaz et du fioul essentiellement pour le chauffage. On achète des biens de consommation, donc son logement, des loisirs, de l'électronique, etc., etc. Et puis on vit dans un pays qui fonctionne bien grâce à une administration, de l'enseignement, de la santé, des infrastructures, des routes, des gares, etc., etc. Ce qu'il faut retenir là-dessus, pour ce qui nous concerne ce soir, c'est que 2,3 par rapport à 9,9, l'alimentation des Français, c'est grosse maille, un quart de l'empreinte carbone. D'accord ? Un quart de notre empreinte carbone personnelle, elle est liée à notre alimentation. Et quand on zoome sur cette partie-là, on se rend compte qu'il y a une catégorie d'aliments que sont les protéines animales, donc le poisson, le lait, les œufs et la viande, qui pèsent très très fortement dans le contenu carbone de notre assiette, puisque vous le voyez qu'ici, les protéines animales représentent 60% de l'empreinte carbone de notre assiette, et quand on parle de l'assiette, généralement on inclut des boissons. Donc comme ce n'est pas très très clair, dans le graphique de droite, j'ai enlevé les boissons et j'ai gardé que les aliments. Et là, vous voyez que viande, lait, œufs, poisson, ça représente 3/4 de notre empreinte carbone. Et ensuite viennent les fruits, les légumes, les céréales, etc., etc. pour un seul cas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Eh bien, parce que la production, l'élevage des animaux, ça a un impact carbone assez élevé. Bon, il y a la question du méthane, mais il y a aussi la question de l'alimentation, du cycle de vie, la durée d'élevage, etc., etc., l'énergie qui est consommée. Donc ça, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous devenir végétariens. Ça veut dire que si on veut réduire l'empreinte carbone de l'alimentation, on sait que là, il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord ? Deuxièmement, deuxième point de vigilance, attention, dans la production des protéines animales, il faut distinguer les différents systèmes d'élevage. Okay, vous êtes dans une région d'élevage et quand on regarde le paysage agricole chez vous, on voit que c'est quand même très très vert. Et il y a une pratique d'élevage ici qui, quand on regarde avec le recul que moi je peux avoir au niveau national, est relativement extensive. D'accord ? Il y a des pratiques plus intensives. Et par exemple sur les œufs ou sur la viande de volaille, on va aussi pouvoir regarder est-ce qu'on parle d'œufs de poules pondeuses élevées en bio, élevées en plein air, élevées en label rouge ou élevées en batterie sous bâtiment, qui sortent jamais, qui ne voient pas la lumière du jour et qui sont nourries avec du soja OGM cultivé en Amazonie. Vous imaginez bien que là on ne parle pas du même élevage et que l'empreinte carbone elle n'est pas la même. Et donc ça veut dire que manger moins de viande, ok, mais manger mieux de viande. C'est ça aussi l'idée derrière. Et donc de soutenir les types d'élevage qu'on va considérer être les plus vertueux, nous, consommateurs, par nos actes d'achat. Ou nous, si on est élu local, par les choix qu'on fait d'accompagnement de l'agriculture sur notre territoire. L'enjeu économique, c'est prépondérant parce que c'est bien beau les discours, les grandes idées, mais à un moment donné, l'économie, elle est déterminante dans ce qui est possible de faire ou pas faire. Et donc là, l'équation, c'est une tension entre l'accessibilité du plus grand nombre de tous à une alimentation de qualité, d'une part, et d'autre part, l'enjeu de la rémunération des agriculteurs. Comme je le disais, c'est assez hétérogène la rémunération des agriculteurs, mais néanmoins, on sait qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vivent mal de leur métier, et c'est quand même pas acceptable qu'on puisse se nourrir, en tout cas c'est pas souhaitable, qu'on puisse se nourrir en rémunérant mal les personnes dont on dépend pour notre survie, pour notre alimentation. Sur l'enjeu d'accès de tous à une alimentation de qualité, deux chiffres, il y a 8 millions de Français qui font partie d'un foyer qui se déclare en insécurité alimentaire pour des raisons financières.
Ça représente quand même 12% des Français, c'est une statistique du ministère de la Solidarité et de la Santé, et un rapport du Sénat qui estime que 5,5 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire, donc à des dons pour pouvoir se nourrir à la fin du mois. En 2017, c'est 8% des Français, et malheureusement, c'est une statistique qui est en augmentation. Donc ça veut dire que il n'y a pas de personnes qui meurent de faim en France, mais l'enjeu de précarité alimentaire, il existe bien réellement, et il est grandissant. Deuxièmement, à l'autre bout de l'échiquier alimentaire, il y a la rémunération des producteurs. Donc ça, vous avez entendu parler de la loi Egalim, vous avez entendu parler des négociations commerciales entre la grande distribution et la production. La loi Egalim, elle a fixé un observatoire des prix et des marges pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc France Agrimaire, qui est un institut statistique, est chargé de cet observatoire des prix et des marges. Et donc en 2017, ils nous ont dit, qu'est-ce qui se passe en France en 2017 quand on dépense 100 euros, quand on dépense un billet de 100 euros pour se nourrir. 100 euros de dépenses alimentaires, ça représente 6,5 euros qui reviennent dans les poches de nos agriculteurs et les pêcheurs. Et donc, ça questionne, c'est quand même pas beaucoup. Et en plus, c'est en diminution. Donc qu'est-ce qu'on a autrement? On a de l'importation de produits alimentaires. Ça, c'est quand vous et moi, on consomme un café et une banane. Forcément, ça va pas dans les poches de nos agriculteurs, c'est à l'extérieur, c'est l'importation. On importe aussi des choses dont on a besoin pour travailler, des matières premières, de l'énergie, des produits bruts, des équipements. Ensuite, il y a ici l'agroalimentaire. Donc c'est les entreprises qui vont transformer des produits bruts en produits alimentaires. Par exemple, transformer du lait en yaourt, transformer des tonnes de blé en farine pour faire du pain. La restauration, donc la restauration, c'est quand vous allez au restaurant, quand vous allez en restaurant d'entreprise, quand nos enfants vont à la cantine. Et après, il y a des services, donc vous voyez, qui prennent une part assez conséquente avec du marketing, de la publicité, les fameux transports dont on parlait tout à l'heure, des relations publiques. Donc relations publiques, c'est aussi du lobbying, etc., etc. Et puis les commerces, là, c'est les marges que prélèvent les distributeurs, d'accord, les commerçants. Et puis les taxes, parce qu'il faut bien prélever des impôts sur toute activité économique pour que le pays y tourne. Le problème de ça, donc, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette part qui revienne aux agriculteurs, elle soit un peu renforcée. Donc du coup, quels sont les choix de consommation qu'on fait? Est-ce qu'on continue tous à aller au supermarché ou est-ce qu'on fréquente davantage des marchés, des points de vente à la ferme, des magasins de producteurs, etc. Et quand on est une collectivité locale, idem, comment est-ce qu'on fait pour maximiser ce levier-là? Sur l'enjeu du renouvellement des générations, simplement pour vous présenter la pyramide des âges de l'agriculture française, donc là c'est en 2016. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a un agriculteur, alors il n'y a pas de S à un agriculteur, mais un agriculteur sur deux qui a plus de 50 ans, donc c'est 54% exactement, 17% qui ont plus de 60 ans, donc tout cela là, qui sont donc à la veille de prendre leur retraite. Okay, et simplement 20% des agriculteurs qui ont moins de 40 ans. Donc là, il y a un vrai défi pour la France, pour la ferme France, c'est comment est-ce qu'on va, dans les 10 ans qui viennent, accompagner le départ à la retraite d'un agriculteur sur deux. Ça pose la question de l'attractivité du métier de paysan, et la question se pose d'autant plus fortement dans les exploitations d'élevage, où on sent qu'il y a une appétence moindre dans les gens qui viennent avec des profils de candidats à l'installation. Donc ça pose un vrai sujet. Et se pose aussi la question de la transmissibilité des exploitations agricoles. Et donc les exploitations agricoles qu'on nous présente comme étant modernes parce qu'elles sont très grandes, parce qu'il y a beaucoup de matériel, il y a eu beaucoup d'investissements, ça peut être intéressant, mais arrivé à l'âge de la retraite, il faut quand même trouver le jeune qui va être prêt à aller faire un prêt au Crédit Agricole sur 40 ans pour pouvoir payer le prix de la transmission de cette exploitation. Ou alors il faut réfléchir peut-être à des formes d'installation collective, mais là aussi c'est un récit différent qu'il faut nourrir, et le rôle des collectivités locales dans cet accompagnement des transmissions, il va être prépondérant dans les 10 ans qui viennent. L'enjeu de stagnation des rendements agricoles, c'est de rappeler quand même que l'agriculture française, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle a réalisé un gigantesque gain de productivité. Donc là, c'est l'évolution des rendements des 4 principales cultures françaises, donc blé tendre, orge, maïs, grain et colza, depuis 1945. Ce sont des sources du ministère de l'Agriculture. Seconde Guerre mondiale, nourrir l'Europe, c'est une urgence, le plan Marshall, et c'est l'arrivée des premiers tracteurs Pony, des engrais dans les fermes, des pesticides, etc. Et donc, si on met une courbe de tendance, ça, c'est la réussite de l'agriculture française sur le plan de la productivité, donc capacité à produire de la nourriture pour nourrir tout le monde, qui a été réussie. Après, on peut se questionner, et on a commencé à se questionner en France dès les années 70, 80, 90 sur les impacts environnementaux de ces gains de productivité, évidemment, mais néanmoins, on peut d'abord regarder ça.
Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 96, il y a comme une espèce de cassure dans la courbe de tendance, avec des rendements qui régressent. Si on regarde vraiment les gains de rendement annuels, donc chaque année, le gain de rendement, en maïs grain, on était sur plus 1,4 quintaux par an. Et à partir de 96, ça diminue à 0,3. En blé tendre, on commence même à perdre de la productivité, et ainsi de suite. Ça, c'est important à regarder aussi parce que dans l'imaginaire agricole en France, on a vécu pendant des générations avec ce logiciel. C'est-à-dire que chaque génération faisait mieux que la précédente. D'accord ? En termes de productivité, en termes de rendement, en termes de gros tracteurs, en termes de capacité à produire. Et aujourd'hui, là, on touche une limite, ici. Alors comment elle s'explique ? D'une part, vous voyez qu'il y a une hétérogénéité beaucoup plus forte dans les rendements. 2003, c'est la canicule que j'évoquais tout à l'heure, baisse céréalière. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 2016 ? Canicule ? C'était les inondations au printemps. Au printemps, il y a le grenier à blé de la France, donc l'Île-de-France, la Beauce, qui a semé son blé. Une semaine plus tard, il y a eu des inondations qui ont recouvert l'Île-de-France et le blé ne s'est pas nagé, ce qui fait que du blé pendant 5 jours, pendant une semaine sous 5 cm d'eau, c'est un rendement en blé qui est perdu. Donc là, vous voyez une chute drastique de la productivité. Ça, c'est aussi le dérèglement climatique. Vous avez en tête l'été dernier des pluies en Europe, en Belgique, en Allemagne, et on a eu, je ne sais plus combien, 380 morts avec de la pluie. Comment c'est possible ? Ça, c'est le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes extrêmes comme ça qui vont être aggravés et qui vont venir fragiliser notre agriculture. Donc la première explication à cette stagnation des rendements, c'est le dérèglement climatique. La deuxième, c'est le fait qu'on touche des limites agronomiques. On a intensifié l'agriculture, on a mécanisé, on a augmenté la productivité, mais avec un certain nombre d'artifices, dont la fertilisation azotée de synthèse, des produits chimiques, pesticides, herbicides, etc. Et on a certaines zones de France où les coopératives agricoles témoignent de vraies difficultés avec des sols qui sont très fatigués, qui sont des sols épuisés, sur lesquels on n'arrive plus à obtenir les rendements qu'on avait avant. Et donc, il y a matière à se poser un peu des questions sur l'orientation de l'agriculture et à remettre du carbone, remettre de la matière organique dans ces sols qui sont très très fatigués. L'enjeu de la préservation du foncier agricole, c'est simple, l'équation, ça c'est la France, vous connaissez la carte, c'est la limite finie de notre surface agricole. La population, elle augmente, et chaque année, parce qu'on a besoin de faire une zone d'activité, parce qu'on a besoin de faire une nouvelle autoroute, parce qu'on a envie de faire un aéroport, on va grignoter du foncier agricole. Et là, vous avez donc les points qui ont été artificialisés entre 2000 et 2010, et ça dessine en creux la carte des villes, Paris, Caen, Cherbourg, Rennes, Nantes, Lyon, la vallée du Rhône. Et puis vous voyez aussi sur le littoral. Le littoral, et donc là on est chez vous, vous voyez que vous aussi vous êtes concerné par ça, avec des points qui sont plus importants. Alors ça c'est un sujet parce que on a une population qui grandit, on a le dérèglement climatique qui va fragiliser les rendements. Si en plus de nous-mêmes on grignote l'espace qui permet de produire notre alimentation, à un moment donné l'équation elle est compliquée. Donc il va falloir vraiment prendre ça en compte. Donc il y a des lois qui évoluent. Vous avez peut-être entendu parler du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui dit qu'en France, on ne peut plus artificialiser du foncier agricole sans se préoccuper d'une certaine forme de compensation. L'enjeu sanitaire et nutritionnel, en gros, je pense qu'on a tous ça en tête, le fait qu'entre les recommandations nutrition santé et puis notre alimentation, on se permet des petits écarts. Multiplié par 65 millions de Français, ça fait qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré. On consomme trop de protéines animales, on consomme trop de produits transformés et on ne mange pas assez de fruits, de légumes frais, on ne mange pas assez de fibres, on ne mange pas assez de légumineuses. Donc ce n'est pas Solagro qui le dit, c'est Santé publique France. C'est le Programme national nutrition santé, le PNNS 4, qui est un consensus délicat entre le monde agricole, le lobby agroalimentaire et de l'autre côté les médecins, les nutritionnistes, les cancérologues qui sont réunis par l'État pour définir la stratégie nutrition santé de la France. Mais par contre, le consensus, il est délicat, les choses avancent lentement, mais malgré tout, la trajectoire sur laquelle on est, d'un point de vue nutrition santé, elle n'est pas la bonne. Et donc, il y a encore des efforts à faire, aller vers plus de consommation de bio, de consommation de poissons gras, maigres, en alternance, des pains et des céréales complètes, une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée, diversifier les huiles auxquelles on a affaire, consommer des aliments de saison, augmenter les fruits et les légumes, augmenter la cuisson, la cuisine à la maison de produits bruts, les légumes secs, les fruits à coque, donc les fameuses légumineuses,
Augmenter l'activité physique, réduire le temps passé assis. Donc ça, c'est particulièrement vrai pour les enfants, puisqu'on en a un dans la salle. Je te passe le message. Attention, attention au temps d'écran. N'oublie pas d'aller cavaler dehors. Limiter les produits ultra transformés, le Nutri-Score. Limiter les consommations de protéines animales, de produits sucrés, la charcuterie et l'alcool. Alors l'alcool un peu, mais voilà, pas trop. Et vous savez qu'on en consomme encore trop. Donc on peut mieux faire sur cette question de l'équilibre alimentaire et ça se traduit très concrètement. Donc ça, c'est l'évolution du taux d'obésité en France. 1980-2015, vous voyez la courbe. Alors on n'est pas sur les standards nord-américains, mais néanmoins on est sur une croissance une dynamique qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, depuis 2017, je crois, il y a un Français sur deux qui est en surpoids. Donc c'est pas l'obésité, hein, mais c'est en surpoids par rapport aux recommandations. Quel est le problème de l'obésité? C'est que c'est un facteur de risque pour tout un tas d'autres maladies, des affections de longue durée, notamment les diabètes de type 1 et 2, des maladies cardiovasculaires et aussi des tumeurs malignes. On l'a vu aussi pour le Covid, hein. Il y avait un facteur de risque supplémentaire pour les personnes qui étaient en situation d'obésité. Donc il y a l'obésité, mais il y a aussi d'autres paramètres de notre alimentation qui contribuent à l'augmentation de ces affections de longue durée. Donc dans les tumeurs malignes dont on parle ici, la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est bien celles qui ont parmi les causes un lien direct avec l'alimentation et ce qu'on consomme. Donc ça, vous voyez, 1990-2017, la trajectoire à nouveau n'est pas la bonne. La situation ne s'améliore pas. Et ça, c'est de la dépense publique. C'est de la prise en charge à l'hôpital, c'est des traitements, etc., etc. Et donc il y a un choix de société qu'on devrait faire à notre vision à Solagro, c'est de se dire, est-ce qu'on continue à injecter de l'argent là-dedans pour guérir, ou est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on met de l'argent dans la prévention, d'accord ? Dans la modification des comportements alimentaires, dans la réduction de l'exposition aux pesticides de la population, etc., etc. C'est une question, mais nous, on a une réponse là-dessus. Un petit zoom sur les protéines, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'on va tendre vers une alimentation moins carnée. Donc, on le voit dans les recommandations nutrition santé, on nous demande de consommer plus de protéines végétales, moins de protéines animales. On en est où en France ? Ce graphique, il vous présente la disponibilité alimentaire en protéines animales et végétales. En grammes par jour et par habitant, c'est une source de la FAO, la source de statistiques. En rouge, ce sont les protéines animales, et en vert, ce sont les protéines végétales. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais la disponibilité alimentaire, c'est une manière de mesurer les aliments qui sont disponibles. C'est différent des aliments qu'on met vraiment dans notre assiette. Bon, bref, c'est une question de statistiques, mais c'est pour vous dire que là, je vais vous présenter des chiffres qui ne cadrent pas. En France, la disponibilité en protéines, elle est de 110 grammes par jour et par habitant. Ça, c'est la disponibilité. Par contre, les enquêtes, notamment de l'ANSES, sur ce que les Français mettent vraiment dans leur assiette, on estime que les Français mettent vraiment dans leur assiette, en moyenne, 83 grammes par jour de protéines, animales ou végétales. Or, les recommandations nutrition santé, notamment au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 50 grammes par jour et par habitant. Donc ça, le delta entre 50 grammes et 83 grammes, c'est ce qu'on appelle une surconsommation, en l'occurrence protéique. Et en France, vous voyez qu'on consomme 2 tiers de protéines animales pour 1 tiers de protéines végétales. Et vous le verrez dans la suite, nous on préconise simplement d'inverser ce ratio-là, de continuer à manger de la viande, de continuer à manger du fromage, de continuer à boire du lait, mais d'en manger moins, et à l'occasion d'en manger mieux, donc de soutenir localement des producteurs qui font de la qualité, et par contre de renforcer beaucoup les protéines végétales. Sur les enjeux sanitaires et environnementaux, au premier d'entre eux, c'est le déclin de la biodiversité. Donc on est au courant, on sait pourquoi. Et pourtant, on ne fait pas grand-chose sur ce sujet-là. C'est un sujet qui, à mon sens, est au moins aussi important que le dérèglement climatique. La disparition des pollinisateurs, la disparition des insectes, la disparition des oiseaux. Et pourtant, là-dessus, on ne fait pas grand-chose parce qu'on considère que c'est un peu secondaire dans l'équation économique. Mais c'est un vrai sujet. Sur ce graphe, vous avez l'évolution des populations d'oiseaux spécialistes. Donc des oiseaux spécialistes, c'est des oiseaux qui vivent spécifiquement dans les milieux agricoles, ou spécifiquement dans les milieux forestiers, ou spécifiquement dans les milieux bâtis, c'est-à-dire dans les milieux urbains. Donc ça, c'est une étude du CNRS avec le Musée national de l'histoire naturelle à Paris. Et donc, vous voyez que les oiseaux spécialistes des milieux forestiers, globalement, ils se portent bien parce que sur une période comme ça de 30 ans, globalement, leur population elle a assez peu baissé. Par contre, ceux qui sont spécialistes des milieux agricoles, vous voyez que c'est ceux qui ont disparu de quasiment de un tiers, pas de quasiment, de un tiers depuis 1989. Pourquoi ? Parce qu'on détruit les habitats, on détruit les haies, on détruit les fossés, etc., etc. On détruit les bandes enherbées. Et aussi, on utilise des pesticides qui vont limiter les populations d'insectes dont se nourrissent ces oiseaux.
Donc la question des pesticides en France, aujourd'hui, à nouveau, on n'est pas sur une bonne trajectoire. Ça, c'est l'évolution des ventes de substances actives par type d'usage. Donc vous avez différentes couleurs, peu importe, sur les différents pesticides. Je vous laisserai regarder ça. Et vous voyez qu'on est sur une tendance qui reste à la hausse, malgré les plans éco-phyto, malgré les annonces du gouvernement pour demander à réduire la consommation des pesticides. Les pesticides, le premier problème des pesticides, c'est d'abord pour la santé des agriculteurs. Il y a une espèce de tabou là-dessus, on en parle très très peu, y compris au niveau de la mutualité sociale agricole. Mais vous savez qu'il y a des maladies comme Parkinson ou Alzheimer qui ont été reconnues maladies professionnelles agricoles et qu'il y a une corrélation très nette entre l'utilisation des pesticides et l'occurrence de ces maladies-là. Donc le premier problème des pesticides, c'est pour les utilisateurs, donc les agriculteurs. Après, il y a un autre problème sur nous les consommateurs, parce que ce n'est pas des molécules qui sont censées être ingérées par l'homme, pourtant on en a, parce qu'il y en a dans la chaîne alimentaire. Et enfin, le troisième problème, si on peut le dire ainsi, mais je ne sais pas s'il faut vraiment hiérarchiser, c'est pour la biodiversité, c'est ce que j'évoquais juste avant. Pour accélérer un petit peu, sans le détailler, vous savez que donc on a sur les enjeux sanitaires environnementaux, il y a aussi des enjeux sur la qualité de l'eau, notamment au niveau des nitrates, les fameuses algues vertes de Bretagne. Sur la qualité de l'air, alors vous ici, vous n'êtes pas concernés parce qu'il y a une faible densité de population, puis parce que vous êtes proche de la mer, donc vous avez une météo, un climat qui est très favorable. Mais en zone périurbaine, comme autour de Lyon ou autour de Paris, il y a une corrélation aussi entre l'agriculture et la qualité de l'air. Et la qualité des sols, c'est quelque chose qui est très peu connu du grand public, mais la santé des sols, en France comme en Europe, elle se dégrade et on a une perte de matière organique. On a une diminution de la biodiversité, donc de la vie des sols. Et ça pose un vrai sujet parce qu'au bout du compte, c'est un risque d'érosion. Or, vous savez que nous, l'humanité, on vit grâce à une fine couche d'humus, qui est le petit morceau de sol, là, très très maigre, sur laquelle on arrive à faire pousser de l'herbe pour nourrir nos animaux ou faire pousser des légumes et des céréales. Alors, ce tableau, il n'est pas très folichon. Hein. Là, je vous ai listé, je ne vous ai pas dit ce qui allait bien. Hein. Je vous ai dit les enjeux qu'on aimerait réduire. La France s'est donné quand même un certain nombre de feuilles de route sur tous ces sujets-là. Donc, il faut que je vous les présente quand même. La France et l'Europe. Donc, la neutralité carbone, on en a parlé. Stratégie nationale bas carbone, réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre. On a le même niveau d'ambition au niveau de l'Union européenne avec le Green Deal, avec une neutralité carbone à l'horizon 2050. Sur la réduction de l'usage des pesticides, la France s'est fixée pour objectif de réduire de 50% les pesticides d'ici 2025. Bon, on vient de voir qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, mais on a quand même un plan d'action qui s'appelle Ecophyto là-dessus. L'Europe, via la stratégie de la Farm to Fork, donc de la ferme à la fourchette, s'est fixé un objectif similaire de réduction de 50% des pesticides à l'horizon 2030. Sur le développement de l'agriculture bio, on a aussi un plan qui s'appelle le plan Ambition Bio qui fixait un objectif de 15% de surface bio en 2022. On est à 10%, donc on n'y est pas. Mais là, par contre, la dynamique, elle est très, très favorable. Il y a un fort développement de l'agriculture biologique. On a un objectif ambitieux également au niveau européen. Sur la fin de la perte de la biodiversité, on a des feuilles de route. Alors là, c'est le parent pauvre un peu de tout ça. On a une stratégie biodiversité de l'Union européenne, on a une stratégie nationale biodiversité, on a une loi pour la reconquête de la biodiversité. Rassurez-vous, il n'y a personne qui contrôle où on en est, comment ça va. Donc évidemment, ça avance pas beaucoup. Sur le bon état écologique des masses d'eau, là aussi, on a des obligations, notamment sur les nitrates, avec la directive cadre sur l'eau. La France a été, pendant de nombreuses années, en contentieux avec l'Union européenne sur cette question-là, qui est une question fondamentale de la qualité de l'eau. D'abord par rapport à l'eau qu'on va boire, nous, mais aussi par rapport à l'eau des écosystèmes dans les rivières. Et comme les rivières arrivent à la mer, aussi sur le milieu côtier marin, qui est le vôtre. Et puis, on a des nouvelles recommandations alimentaires, donc le plan national nutrition santé, et des obligations d'introduction de produits de qualité pour nos chères têtes blondes en restauration collective, avec 50% de produits de qualité, 20% de produits bio au 1er janvier 2022 en restauration collective. Donc ça avance aussi. C'est pour vous donner une illustration des dynamiques dans lesquelles on est. Alors, ça, c'était pour un petit rappel du contexte qui est celui de pourquoi est-ce qu'en fait on a eu besoin d'imaginer un scénario de transition. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'on souhaite avancer d'ici à 2050 avec ce scénario after. Pour aller à l'essentiel, il y a 3 leviers majeurs qu'on va actionner. Le premier, ça va être de modifier l'alimentation des Français. Donc modifier le régime alimentaire, ce qu'on met dans nos assiettes. Et ensuite, on va faire évoluer les pratiques agricoles et faire évoluer les systèmes d'élevage. Donc en fait, on procède de l'assiette au champ. Donc l'assiette, c'est le point de départ, c'est la clé de réussite de cette transition.
on n'est pas les seuls à le dire. Ici, c'est une citation de Marion Guilloux, qui est la présidente de l'INRA, et Gérard Maturon, qui est président du CIRAD, sur les enjeux climatiques, démographiques, etc. Est-ce qu'on va pouvoir nourrir 9 milliards d'hommes sur Terre ? Et la réponse que eux donnaient, c'était oui, nous allons nourrir 9 milliards d'êtres humains que comptera la Terre en 2050, mais à la seule condition de ne pas prolonger les tendances actuelles, donc d'opérer un changement dans le logiciel, dans la manière dont on produit notre alimentation, d'une part, et dans la manière dont on se nourrit, d'autre part. Pour sortir un peu de mes graphiques et de mes statistiques, un petit détour un peu rigolo. Ça, c'est Peter Manzel, c'est un photographe qui a publié un livre qui s'appelle Hungry Planet. Et en gros, le travail qu'il a fait, c'est qu'il a voyagé à travers le monde. Il a demandé à des familles combien vous consommez, combien vous dépensez pour vous nourrir par semaine. Et ensuite, il prend en photo la famille avec l'alimentation de la famille pendant une semaine. Donc là, ce sont nos voisins allemands, $500. Donc c'était $500 de 2008. Et donc, 2 adultes, 2 ados, ils consomment ça. Donc, je ne vous fais pas le commentaire de tout ça. Ça, c'était une illustration du trop, et ça, c'est une illustration du trop peu. Donc là, on est au Bhoutan. Toutes ces personnes se nourrissent avec $5 par semaine. Et là, on est dans du trop peu. Vous voyez ici, pour ceux qui ont eu la chance de voyager en Himalaya, ça vous rappellera des souvenirs, c'est la tsampa, c'est la farine d'orge. Donc l'orge, c'est la céréale qu'ils arrivent à cultiver là-haut sur les hauts plateaux de l'Himalaya. Et c'est la base de leur alimentation. Et il y a un petit peu de produits frais à la bonne saison. Et là, vous voyez, il y a très très peu de produits transformés, il n'y a rien de surgelé, etc. etc., etc. Et ensuite, vous le savez, les régimes alimentaires préconisés, c'est le régime Okinawa au Japon ou le régime méditerranéen. Donc là, c'est une illustration avec une famille sicilienne, $260 pour se nourrir par semaine. Vous voyez qu'ici, il y a des céréales complètes, du riz, des pâtes, du pain, beaucoup plus de fruits, de légumes, des œufs. Il y a évidemment un petit peu de viande quand même. Le poisson, on ne le voit pas, mais il y en a. Il y a encore des produits transformés, puis il y a encore des petits trucs qui ne devraient pas être là. Des sodas, des frosties. Ils ont caché le Nutella, mais il y a quand même du Nutella. Donc voilà, c'est simplement une illustration un peu rigolote avec des photographies. Mais en gros, si on vous demande ça veut dire quoi bien manger, vous savez, la réponse, on la connaît. C'est tendre vers ça. Manger de la viande, mais manger moins de viande. Manger du poisson, mais manger moins de poisson. Manger plus de céréales complètes. Manger beaucoup plus de fruits et de légumes frais. Et puis réduire toutes les petites cochonneries sucrées, mais qui sont aussi des plaisirs de l'alimentation. Donc chacun règle son niveau d'ambition là-dessus. Dans l'assiette after, ce qu'on préconise en gros, c'est réduire les surconsommations. Premier point. On l'a vu sur les surconsommations de protéines. Réduire aussi les surconsommations de sucre. Je n'ai pas détaillé, mais il faudrait le faire sur le gras, sur le sel. Réduire les pertes et les gaspillages alimentaires. On ne peut pas continuer à gaspiller 30% de l'alimentation qui est produite à l'échelle mondiale. À un moment donné, si on veut être cohérent en termes de choix de société, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, on est tous responsables là-dessus parce que le gaspillage alimentaire en France, c'est 1/3 chez nous consommateurs, 1/3 chez les agriculteurs et 1/3 dans le monde de la transformation agroalimentaire et de la distribution. Donc, tous responsables. On a tous un effort à faire là-dessus. Et nous, on dit que dans After, d'ici à 2050, il faut mener des politiques publiques vraiment coercitives pour enfin agir là-dessus et diviser par 2,5 les gaspillages alimentaires. Comme je vous le disais, on va végétaliser l'alimentation en inversant la répartition de protéines animales et végétales, avec 2/3 de protéines végétales et 1/3 d'animales. Et on va également réduire les consommations de lait. Alors, ça, c'est le jeu des 7 erreurs. En haut, vous avez l'assiette 2010. Donc ça, c'est basé sur les enquêtes de l'ANSES sur la consommation des Français en protéines ingérées, enfin en aliments ingérés. Et ça, c'est la présentation de l'assiette after. Donc, le premier constat, c'est que, hormis le lait, ici, ça c'est du lait, où il y a un verre qui a disparu, il n'y a rien qui a disparu. Donc, il n'y a pas d'aliment tabou, c'est juste un rééquilibrage des proportions. Et donc, ce que vous voyez, c'est que d'abord, on va réduire les surconsommations en termes de quantité ingérée. Et dans cette assiette-là, on revient à l'indice de masse corporelle des Français dans les années 2000. Donc, je ne sais pas si vous pouvez tous vous reprojeter en arrière à la fin de l'année 2000, vous n'étiez pas mort de faim, on était déjà en légère surconsommation, mais notre surconsommation, elle continue d'augmenter. Et dans After, on se base sur des avis scientifiques en disant on peut largement revenir à un niveau de surconsommation qu'on avait en l'an 2000 et on sera encore largement en bonne santé. On réduit la taille de la poubelle, ça c'est nécessaire. Après, qu'est-ce qu'on augmente? On augmente les légumineuses, les fruits à coque, on augmente les céréales complètes, on augmente les fruits et les légumes. C'est simple comme message, le reste, on réduit. On réduit quoi? On réduit le sucre, le gras, le sel n'est pas figuré mais il faut aussi le réduire. On réduit l'alcool, on réduit le lait, on réduit les protéines animales et on réduit les féculents.
voilà, des messages là-dessus, vous allez me dire, mais vous avez travaillé pour sortir ça? C'est quand même, on le sait, oui, on le sait. Mais sauf que la tendance, elle n'est pas la bonne. Quand on regarde les enquêtes alimentaires des Français, on voit que la situation se dégrade. Donc voilà, le lever de l'assiette, il n'est pas sorcier. On réduit les surconsommations, on réduit les gaspillages. On végétalise notre alimentation. Le second levier, ça va être l'évolution des pratiques agricoles. Alors, l'idée, rapidement, c'est une évolution des systèmes de production. Ça, c'est globalement la situation actuelle. Bon, les chiffres ne sont pas les bons, on est à 10% aujourd'hui, mais 10% d'agriculture biologique, 1% d'agriculture intégrée. Alors, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Vous n'êtes probablement pas des spécialistes des questions des cahiers des charges agricoles, mais en gros, l'idée, c'est des gens qui utilisent encore des engrais de synthèse ou des produits, des pesticides, mais qui sont dans des logiques d'agriculture de conservation, de non-labour, qui maximisent un certain nombre de leviers de l'agroécologie, par exemple la lutte biologique intégrée, etc., etc. Et puis ici, on a l'agriculture conventionnelle, avec quand même, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Hein. Là, ça c'est un schéma très très schématique, mais évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, et il y a différents niveaux d'intensification des pratiques. Ce que nous, on préconise dans l'AFTER, en gros, c'est d'aller là. D'accord ? C'est-à-dire de renforcer la biologie comme moyen de production au détriment de la chimie et réduire le travail du sol intensif, les labours, pour remettre de la vie dans les sols, remettre du carbone dans les sols, remettre de la matière organique dans les sols et réduire les labours. Et ce qu'on fait comme équation, c'est ça. 45% de l'agriculture française qui est en bio, 45% de l'agriculture française qui est en agriculture intégrée ou de l'agroécologie plus, même s'il y a encore un petit peu de chimie là-dedans, mais beaucoup, beaucoup moins. Et puis, il resterait 10% d'agriculture conventionnelle, raisonnée ou HVE, comme vous voulez. En gros, l'idée, la logique sous-jacente à ça, la philosophie dans AFTER, c'est de se dire, on va raisonner l'agroécosystème comme avant tout un écosystème. On développe une approche systémique. Et donc, on travaille avec la biodiversité, on travaille avec le sol comme étant des facteurs de production. Et il n'y a rien de nouveau. Il n'y a aucune rupture technologique. C'est que des choses que des tas d'agriculteurs et d'agricultrices de France font déjà. Simplement, on va généraliser l'ensemble de ces bonnes pratiques agricoles, des rotations longues et diversifiées, des associations de culture, la lutte biologique intégrée. Donc ça, c'est une larve de coccinelle qui mange un puceron. Pour contrôler les populations de ravageurs, on va remettre un maximum de biodiversité dans tout l'écosystème, donc vous voyez des arbres, des bandes enherbées, etc., pour préserver les habitats des auxiliaires biologiques, c'est-à-dire l'ensemble des insectes, des oiseaux, etc., qui rendent des services à l'agriculture. On va limiter l'usage des biocides, des pesticides et compagnie. Et puis, on va considérablement améliorer la santé des sols, en préservant la structure des sols, en limitant les labours, en rajoutant la teneur en matière organique, en préservant l'écologie du sol. Alors, les pratiques agroécologiques, il faut qu'on s'entende sur le terme, parce que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, mais en fait, vous voyez, là, ça, c'est chez vous, ça, les pré-vergers normands. C'est une pratique complètement traditionnelle chez vous, mais ça s'est perdu. Et ça fait partie des bonnes pratiques que certains agriculteurs cherchent à revitaliser aujourd'hui et qu'on pourrait généraliser. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire pousser des arbres dans des prairies avec des vaches dessous partout en France. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait généraliser. Les cultures associées, la lutte biologique intégrée, remettre des arbres dans l'agriculture, travailler à notre autonomie protéique, c'est-à-dire qu'on produise les protéines qui servent à nourrir nos animaux, soit sur la ferme, si ce n'est pas sur la ferme, au moins à l'échelle du territoire. Vous voyez qu'au niveau de la Manche, il y a des échanges entre des céréaliers et des éleveurs. Pour arrêter d'importer du soja transgénique d'Amazonie, on va allonger les rotations en intégrant des légumineuses, on ne laissera plus les sols nus, on va maximiser des couverts végétaux, on va arrêter les labours, etc., etc. Et on va travailler sur l'autonomie aussi des paysans en maximisant les semences paysannes au détriment des firmes semencières. En gros, c'est ça la philosophie. Sur l'élevage, la question, l'idée c'est un peu la même, c'est de pas de faire de rupture technologique, de généraliser les bonnes pratiques. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui qui sont intéressantes. Et donc, d'ici à 2050, quand même, il y a une réduction du cheptel, puisque évidemment, pour des questions climatiques et pour des questions de santé publique, il faut réduire la consommation de protéines animales. Forcément, à un moment donné, on va avoir moins besoin d'élever des animaux, mais il y en a quand même. Simplement, on va réduire leur nombre. On va maximiser l'élevage à l'herbe. Alors quand on dit ça en Normandie, vous êtes mignons, mais c'est quand même bien ce qui se fait chez vous. Oui, chez vous, mais à l'échelle de la France, ce n'est pas du tout vrai. Donc il faut maximiser les élevages comme ils sont pratiqués chez vous, avec un recours à l'herbe le plus possible. Et puis on va arrêter cette spécialisation entre les bovins laits et les bovins viande pour utiliser des races mixtes. Donc par exemple la Montbéliarde qui fait le lait pour le comté dans le Jura. Pourquoi ? Parce que ces races mixtes, elles sont davantage résilientes au changement climatique. Elles peuvent mettre en valeur
beaucoup plus d'écosystèmes, y compris des écosystèmes qui sont moins favorables. Et donc, on va manger moins mais mieux de viande, avec une diminution de 50% du cheptel, bovin, quand même, hein, mais produire une viande de meilleure qualité, du lait de meilleure qualité. Et aussi, on va généraliser les productions sous signe de qualité et d'origine. Donc tout ce qui va être la viande bio, la viande label rouge, les AOC, les AOP, les IGP, etc. Vous avez un certain nombre d'AOC ou d'AOP fromagères ici en Normandie. Et on va déconcentrer l'élevage, c'est-à-dire qu'on va essayer de mieux le répartir sur le territoire. Vous êtes sur une zone d'élevage dense en Normandie. Vos voisins bretons, ils ont été encore plus loin parce qu'eux, ils ont mis des porcs et de la volaille en bâtiment dans des quantités astronomiques qui posent des vrais problèmes environnementaux. Donc il faut déconcentrer cet élevage, mieux le répartir sur le territoire pour, vous savez, cette idée vertueuse du lien polyculture-élevage, d'associer l'élevage avec de l'agriculture. Il faut déspécialiser ce qu'on a spécialisé dans les années 70, 80, 90 et mieux répartir les animaux sur le territoire français. Ouais, ça c'est une évidence quand on est en Normandie, mais l'évolution des systèmes laitiers dans After, c'est plus de systèmes à l'herbe, plus de pâturage, moins de concentré par litre de lait produit et privilégier les races mixtes. Et donc cette idée de faire évoluer ce qui est ça c'est proche de ce qui se passe chez vous dans vos élevages, mais le généraliser, le maximiser. Au niveau des porcs et des volailles, là il y a des bonnes raisons. Il y a d'arrêter l'élevage en batterie et de développer soit des nouveaux standards d'élevage en bâtiment, mais avec des standards de bien-être animal qui sont largement supérieurs, voire même, parce que ça marche et parce qu'il y a déjà des tas de fermes qui le font, de développer de l'agriculture en plein air ou en label bio. Et des petits cochons dans l'herbe, ça marche aussi. Et on peut faire de la qualité avec ce type de pratique extensive en élevage de porcs et de volailles. J'en viens à ma conclusion. J'ai été un petit peu long, mais les résultats d'After, à 2050, on maintient une production agricole performante. Donc ça veut dire quoi performante? Ça veut dire qu'en volume, on a moins de volume, mais on a tout le temps suffisamment de volume pour nourrir la France. Et on a des bénéfices environnementaux qui sont considérables. Donc on arrive à diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. On divise par 3 l'usage des pesticides. On divise par 2,5 la consommation d'azote minéral. L'azote minéral qui, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a été multiplié par 3 au niveau du coût pour les agriculteurs. Donc en termes de charge, je ne vous raconte pas, ça va poser des problèmes. On réduit de 40% les émissions d'ammoniac. Et au regard du changement climatique, on arrive à diviser par 2 les besoins d'eau d'irrigation en été. C'est-à-dire qu'à 2050, on maintient constant le volume d'eau qui est utilisé en agriculture. Par contre, on réduit de moitié le besoin d'eau en été. Comment? Parce qu'on utilise des variétés différentes et parce qu'on va diversifier les cultures. Ce qui est très important dans la philosophie du scénario After 2050, c'est que ces objectifs sont atteignables sans hypothèse de rupture majeure avec l'existant. Il n'y a pas de rupture technologique, il n'y a pas d'OGM ou de trucs qu'on ne connaît pas encore. C'est simplement la généralisation des meilleures pratiques et des meilleures techniques connues aujourd'hui qu'on va extensifier, qu'on va répartir sur l'ensemble de l'agriculture. Au niveau de l'usage des terres, pour que ça se soit faisable, il y a une condition sine qua non, c'est de diviser par 2 l'artificialisation des terres agricoles d'ici à 2050. Et après, dans l'évolution des surfaces, dans After 2050, il y a un petit peu de développement des espaces naturels et de la forêt, notamment parce que l'élevage aujourd'hui régresse dans un certain nombre de zones où c'est plus difficile, les zones de montagne, les zones de piémont, les contreforts, et où on n'arrive pas à faire autre chose que de mettre en valeur ces espaces-là avec des ruminants. On ne va pas faire de la culture de céréales dans les pentes. Et donc là, il y a de l'emboisement, il y a de l'afforestation qui a lieu. Et dans After, on arrive à freiner la perte des prairies naturelles permanentes avec seulement 1 million d'hectares de perdus. Donc vous allez me dire 1 million d'hectares, mais c'est énorme. Alors c'est à l'échelle de la France. Et ça, c'est beaucoup moins que le tendanciel actuel, parce qu'on arrive à maintenir de l'élevage à l'herbe dans le scénario After 2050. Et les prairies naturelles permanentes, ça séquestre du carbone, et puis c'est bon pour la biodiversité. Et si vous, comme moi, vous aimez de temps en temps aller vous promener en montagne, c'est important qu'on maintienne des prairies naturelles permanentes pour avoir des milieux ouverts et des endroits où on puisse aller se balader. Au niveau des bioénergies, on va accroître les prélèvements forestiers avec une production conjointe de bois matériaux pour la construction, l'éco-rénovation, etc. et du bois énergie pour le chauffage. On poursuit le développement d'une méthanisation agricole qui est maîtrisée au niveau des territoires comme un outil de transition agroécologique et énergétique. Et puis au niveau de nos échanges avec le reste du monde, on a une superficie agricole qui se réduit, on a des rendements qui vont baisser à cause du dérèglement climatique et parce qu'on va
extensifier les pratiques agricoles, on va réduire le niveau d'intensification. Donc, si on veut, une fois qu'on a nourri les Français, il y a un reliquat, parce qu'on est un pays agro-exportateur. Qu'est-ce qu'on fait de ce reliquat? Et nous, on a fait un certain nombre de choix politiques qui est de dire on augmente notre capacité d'exportation de céréales alimentaires, donc alimentaires sous-entendu pour nourrir des hommes, vers nos voisins de l'espace méditerranéen, donc le Maghreb, l'Égypte, la Syrie, la Libye, qui ont un besoin structurel d'importer des céréales pour nourrir leur population, parce qu'ils n'ont pas assez de superficie agricole et ils ont un climat qui est beaucoup trop difficile. Par contre, on va diviser par deux un certain nombre d'exportations qui ont moins de valeur ajoutée et qui sont moins nécessaires. Par exemple, exporter des céréales pour nourrir les animaux d'Europe et surtout d'Europe de l'Est, ça, c'est pas nécessaire. Et ces gens-là, ils seraient bien inspirés, comme nous on le fera, de remettre des vaches à l'herbe, parce que les vaches, c'est des herbivores, c'est fait pour manger de l'herbe. Ça peut peut-être manger un petit peu moins de céréales. Avec After, on arrive à supprimer totalement les importations de soja en France, parce qu'on a remis des légumineuses, dont du soja, dans nos agro-écosystèmes. Donc on se débrouille tout seul. Et on supprime aussi le déficit de la filière bois-forêt. Sur ces feuilles de route nationales, en gros, on est bon sur l'ensemble. On a un petit point d'interrogation sur la fin de la perte de la biodiversité, parce qu'il n'y a pas que la question agricole qui joue là-dessus, mais sur le reste, par rapport à l'ensemble des autres feuilles de route de l'État et de l'Europe que je vous ai présentées, on est bon à l'horizon 2050. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des réactions? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas contre l'idée qu'on ait un débat. Ou est-ce qu'il y a des choses, au contraire, qui vous inspirent, qui vous ont inquiété, qui vous ont rassuré dans la présentation? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est... ça, on a bien compris que c'était la ligne directrice à suivre, impérativement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites par rapport à... pour pouvoir que toutes ces choses-là se mettent en place, soient proposées au gouvernement et aux agriculteurs, et qu'elles soient mises en place concrètement, quoi. Et aussi par où on commence? Nous, à Solagro, on est 40 personnes. On est un bureau d'études associatif. On est encore une association de la 1901. Et on a coutume de présenter nos activités comme on essaye d'avoir à la fois les pieds sur terre en accompagnant des gens qui font, et la tête dans les étoiles en participant à des projets de recherche ou en élaborant comme ça des scénarios de prospective où on gamberge un peu. Les pieds sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, dans mon quotidien, j'accompagne des collectivités locales qui mettent en œuvre des projets de transition agricole alimentaire, par exemple des projets alimentaires de territoire, des stratégies agricoles, ou qui veulent développer la restauration collective de qualité sur leur territoire. Et puis au quotidien, on accompagne aussi des collectivités locales dans des projets de plan climat, des stratégies de développement des énergies renouvelables ou des stratégies d'adaptation du territoire au changement climatique. J'ai des collègues qui travaillent sur le développement de la méthanisation agricole. Comme on le disait, on a un point de vue, nous à Solagro, on travaille depuis longtemps sur le développement de la méthanisation. On a un point de vue un petit peu critique sur un certain nombre de modèles de méthanisation qui se développent aujourd'hui en France. On pense qu'on a besoin de la méthanisation d'un point de vue énergétique. Je ne vous fais pas de dessin avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'explosion du prix des carburants et du gaz actuellement, pour réduire notre dépendance. Mais voilà, sur la méthanisation, il y a matière à le faire mieux et à le faire de manière plus intelligente à l'échelle des territoires. Donc on fait ça très concrètement. On accompagne aussi un certain nombre d'industries agroalimentaires qui se posent des questions sur quel est l'impact de notre activité, nous, industrie agroalimentaire, sur l'environnement, sur la biodiversité, et on les aide avec certains de mes collègues qui sont des spécialistes, qui ont fait des thèses sur la biodiversité, etc., à comprendre où sont leurs impacts sur la biodiversité et quels sont les leviers possibles pour améliorer ce bilan-là. Un exemple très concret, c'est la société Bjorg, vous savez, Bjorg Bonne Terre, qui produit des aliments bio, qui travaille depuis longtemps avec une coopérative céréalière de Bourgogne. Et ils ont cette coopérative céréalière de Bourgogne et Bjorg, qui est le transformateur, ils ont développé un lait d'avoine, donc à base d'avoine cultivée en Bourgogne, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire en plus sur la biodiversité. Et donc, ils ont fait appel à nous, Solagro. Mes collègues qui sont experts là-dessus, ils ont été faire des diagnostics dans les exploitations pour comprendre où étaient les enjeux et puis identifier quels étaient les leviers qui permettraient de faire mieux. Et ensuite, Bjorg a dit, ok, nous, ça nous va, donc on vous paye l'avoine à tel prix. Et si vous vous engagez dans le niveau 1 d'effort pour la biodiversité, on vous paye le prix de l'avoine plus 1, enfin plus X. Et si vous allez au niveau 2 d'engagement en faveur de la biodiversité,
on augmente encore le niveau à laquelle on vous rémunère. Donc c'est une réponse très concrète de comment est-ce qu'on peut accompagner l'agroalimentaire à mieux travailler avec le monde agricole et à faire mieux très concrètement. La deuxième partie de ma réponse est sur la tête dans les étoiles. Solagro participe à un certain nombre de projets de recherche. Donc on a participé à un projet de recherche pour la Commission européenne pour comprendre les impacts du dérèglement climatique sur la ferme France et de comprendre comment est-ce qu'on peut accompagner des collectifs d'agriculteurs dans l'adaptation au changement climatique pour les rendre plus résilients. Alors effectivement, en Normandie, vous êtes peut-être moins impactés demain. Après-demain, il faut voir. Par contre, quand on est dans le sud de la France, en Occitanie, dans le Gers, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le dérèglement climatique, c'est maintenant tout de suite, quoi. Donc l'adaptation au changement climatique, il faut la penser là-dessus. Et donc la tête dans les étoiles, c'est aussi comprendre où sont les problèmes, comment est-ce qu'on peut les résoudre, et après essayer de passer le message, de faire de la formation, d'accompagner les gens pour que les choses petit à petit avancent. Et après, le scénario After 2050, c'est aussi un outil de plaidoyer. Donc il a été présenté, comme je le disais en introduction, très très souvent auprès d'élus locaux, à des élus régionaux, des élus départementaux. Il a été présenté au Sénat, au Parlement, il a été présenté à 2 ministres de l'Agriculture. Et on le présente très souvent dans le monde agricole, avec des coopératives agricoles, avec des chambres d'agriculture ou même avec des syndicats agricoles qui nous demandent d'intervenir. Et donc ça permet de nourrir le débat, d'échanger des points de vue. Alors évidemment, on est très souvent sollicité aussi par des citoyens ou des associations environnementales qui sont intéressés par le message qu'on porte. Mais nous, ça nous intéresse beaucoup de dialoguer avec le monde agricole parce qu'on pense qu'il y a vraiment des voies de progrès importantes, quoi. On est dans une région ici où il y a beaucoup d'élevage équin. Je ne vous ai pas entendu en parler des chevaux. Quoi faire par rapport à ça? Alors pas forcément des lasagnes. Non, j'ai pas d'avis sur la question. L'élevage équin, on en parlait cet après-midi avec les élus. Ça peut poser des problèmes quand le monde urbain a envie de faire de l'équitation et que on vient faire de l'équitation en zone rurale et que les centres équestres grignotent du foncier, prennent des terres agricoles, et donc on enlève de l'agriculture cette capacité de production. Après, moi j'ai rien contre les chevaux, mais moi je vis à Lyon, et dans l'ouest lyonnais, on a des communes où sur une commune on a jusqu'à 5 ou 6 centres équestres. Et ça veut dire que pour les agriculteurs du coin, l'accès au foncier, il devient beaucoup trop onéreux parce qu'on est sur des centres équestres qui ont une rentabilité, un modèle économique qui n'est pas du tout le même que le monde agricole. Et donc là, on a une vraie concurrence entre le développement de l'équitation pour les urbains. J'ai rien contre, ça me paraît être une bonne idée de faire du cheval. Sauf que là, on est sur des concentrations parce qu'on est en périurbain telles que ça limite les capacités d'installation de jeunes en agriculture. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Pardon ? D'accord. Et c'est de l'élevage dans quel pour de l'équitation ou chevaux de course? Oui, d'accord. Ok. Qui prend donc beaucoup de place. Ouais. Ok. Après, c'est je vous donne la parole juste après, mais on n'a pas trop parlé d'énergie là aujourd'hui, mais je vous ai dit que notre système alimentaire, il tient parce que chaque nuit, il y a 30 000 poids lourds qui roulent sur les routes de France pour remplir les supermarchés le lendemain matin à 8 h. Mais c'est très très vrai aussi du monde agricole. C'était l'accroissement terrible de la productivité agricole française. Tout ça, ça repose quand même sur un pétrole bon marché. Et donc, qu'est-ce qu'il en sera en 2050 ? Est-ce qu'on risque un choc énergétique à un moment donné avec un pétrole qui va faire x2, x3, x4 à un moment donné pour les exploitations, la trésorerie des exploitants agricoles? Ça, c'est un vrai sujet. Et du coup, ne tuez pas trop de chevaux tout de suite parce qu'il n'est pas impossible qu'on ait besoin de refaire de la traction animale assez vite et plus qu'on ne l'imagine en fait. Et ce ne sera peut-être pas les bonnes races qu'on a par chez vous. Mais bon, on ira rechercher les percherons qui subsistent dans la Creuse. Je voulais savoir si vous pensiez que l'enseignement agricole s'est saisi de toutes ces questions et que la jeune génération qui arrive va avoir toutes les clés justement pour faire évoluer leurs pratiques dans le bon sens. Parce que, voilà, juste pour petite expérience personnelle, j'ai passé 5 ans en école d'ingénieur en agriculture. Jamais on ne m'a parlé d'agriculture biologique. On vous apprend qu'une bonne ration s'étend de tourteaux de soja importés. Voilà, donc je voulais avoir votre avis sur ce sujet-là. Merci.
Oui, mais j'ai subi le même formatage, hein, agronome moi aussi. Alors, deux choses. Il y a la question de l'enseignement agricole et il y a la question des jeunes générations. Sur l'enseignement agricole, je pense qu'il y a quand même une évolution notable qui a eu lieu. Moi, j'ai fait mes études en agriculture entre 98 et 2003. C'était le boom des OGM en France, avant que José Bové et ses collègues se fâchent tout rouge, aillent démonter des McDo, etc. Et avant que les OGM soient interdits en France. Mais à cette époque-là, nous, on avait des chercheurs de Syngenta, de l'Imagrin, qui rentraient dans les écoles d'agronomie pour nous expliquer que l'avenir, c'était les OGM. Et ça ne bronchait pas. Et on était 3-4 dans le fond de la classe à dire attendez, est-ce qu'on peut en rediscuter quand même? Et puis l'enseignement agricole au niveau des CAP, des BTS Axe, production agricole, etc. Il y a quand même là un virage fort qui a lieu. Par exemple, vous savez que dans les lycées agricoles, il y a souvent des fermes dans les lycées agricoles et le ministère de l'Agriculture, notamment durant le quinquennat de François Hollande, a incité à notamment une conversion en bio de au moins une partie des ateliers des fermes des lycées agricoles. Et puis il y a eu tout ce programme Enseigner à produire autrement qui a été porté par le ministre Stéphane Le Foll, avec des limites, mais au moins on a envoyé un signal très clair à l'enseignement agricole en disant il faut quand même commencer à se poser des questions sur la manière dont on présente l'agriculture. Et l'agriculture française, elle est plus diversifiée dans ses modèles et dans ses pratiques que le dogme le maïs, c'est tant d'unités d'azote à l'hectare et la ration des animaux, etc., etc. Donc il reste du chemin à parcourir, mais on ne peut pas dire que rien ne se fasse. Et je pense qu'il y a un paquet quand même de très très bons exemples dans l'enseignement agricole avec des enseignants ou des directeurs d'exploitation agricole qui font vraiment du bon boulot. Sur la question des nouvelles générations, par rapport au défi des générations, du renouvellement des générations, le monde agricole conventionnel, il est parfois un petit peu désarçonné. Moi, quand je discute avec des directeurs de chambres d'agriculture ou des présidents de chambres d'agriculture qui pilotent les dispositifs des points accueil installation, là, on a des profils aujourd'hui en France de gens qui viennent vers l'agriculture, qui sont ce qu'on appelle des hors-cadres familiaux, ou dit autrement, qui sont des néo-ruraux. C'est-à-dire des gens comme moi qui ont passé leur vie devant des ordinateurs à faire des tableurs Excel et des PowerPoint, et puis qui un beau matin se réveillent en se disant je vais nourrir le monde et je vais redevenir maraîcher, bio, etc., etc. Et donc on a des profils vraiment atypiques qui viennent aujourd'hui toquer à la porte de l'institution agriculture et qui disent je veux m'installer, comment est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et donc il y a vraiment un changement de génération, là, un changement dans la typologie des gens qui ont envie de venir vers l'agriculture. Et donc des gens qui viennent avec des questions impertinentes et pertinentes, mais qui du coup qui secouent un peu le cocotier. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui est intéressant. La capacité, c'est un défi, hein, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces profils atypiques dans un monde agricole qui est en évolution, mais qui reste quand même qui reste quand même orienté vers une intensification des pratiques, des gros tracteurs, des grosses charrues, et puis plus j'ai d'hectares sur ma ferme, mieux ça va. Alors qu'en fait, c'est pas complètement vrai. On en discutait aussi cet après-midi. C'est pas la taille de l'exploitation, le nombre d'hectares ou le nombre de chevaux du tracteur qui fait la rentabilité. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires, le volume produit et la rentabilité d'exploitation. Et les organismes qui font la comptabilité agricole, notamment par exemple Serre France, ils ont produit des études très intéressantes où ils comparent la rentabilité d'une exploitation laitière en agriculture biologique ou en toute herbe ou en modèle conventionnel. Et ils ont fait les mêmes calculs sur des exploitations céréalières et les résultats sont très intéressants. Ça veut dire qu'il n'y a pas un modèle unique qui fonctionne. Et on peut être très très bon quand on est un céréalier dans la Beauce avec un bonhomme qui fait 500 hectares et dégager du chiffre d'affaires, enfin du revenu je veux dire. Et on peut aussi être très très bon en faisant une ferme collective avec 8 associés, avec du foncier qui vient de terre de liens dont on n'est pas propriétaire. Et sur la ferme, on a et des poules pondeuses, et un peu de vaches, et un peu de maraîchage, et on fait du blé pour faire et du pain, et on a de l'orge pour faire de la bière, et tout ça en vente directe. Et là, la rentabilité, elle est aussi très très bonne. Donc il y a différents modèles, et il y a matière quand même à se questionner sur ce qui est souhaitable. Du point de vue, nous, société, quand on est élu local, qu'est-ce qu'on a envie d'accompagner comme modèle agricole, comme diversification de l'agriculture, et quelle place on fait à ces nouveaux profils de futurs agriculteurs. Est-ce qu'ils auront toutes les clés pour réussir ces défis-là? C'était la dernière partie de votre question. On y travaille, mais voilà, vous avez vu les défis, ils sont conséquents, quoi. Donc c'est pas gagné, c'est pas gagné. Je me rapprochais de la nourriture. Et oui, parce que du coup... Je voulais poser une autre question sur est-ce qu'il y a un objectif pour
la partie énergétique dans le plan France pour 2050 Est-ce qu'il y a un objectif de surface consacré à des productions énergétiques vous avez parlé tout à l'heure de la méthanisation. Oui. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés pour la France à l'horizon 2025 et 2050 ? Des objectifs qui viendraient du gouvernement, au niveau national. Pardon ? Oui, il y en a, mais vous me posez une colle, j'ai pas le chiffre en tête. La stratégie nationale bas carbone, que j'ai présentée tout à l'heure, elle est en lien avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe les objectifs de développement des énergies nucléaires et renouvelables. Et dans le renouvelable, il y a des objectifs fixés par la France de développement à 2030, 2040, à 2050, sur de l'éolien, sur du photovoltaïque et aussi sur de la méthanisation pour produire du biogaz. Donc oui, il y a des objectifs, mais je ne les ai pas en tête. Monsieur et puis madame ensuite a demandé la parole. Oui. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un avis sur le projet français de programme stratégique qui est actuellement en négociation Oui. À la Commission ? Alors pour les non-initiés, la politique agricole commune, elle est décidée au niveau européen. Et ensuite, il y a une certaine subsidiarité qui est laissée aux États membres. Et donc la France doit décliner la manière dont elle souhaite orchestrer et mettre en œuvre en France la politique agricole commune pour 2023-2027 via un PSN, un projet stratégique national, qui a donc été développé et porté par notre ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, avec lequel on est profondément en désaccord. Si vous voulez, Julien Denormandie, il a un logiciel qui est celui des années 90 d'une France qui est agro-exportatrice, une intensification des pratiques, une mécanisation. Ils ont mis des millions d'euros sur la table pour la robotisation, l'agriculture 4.0 avec des drones, des satellites et des machins. Ça peut faire partie de l'équation, mais ce que je lui reproche, c'est d'être monomodèle, monothématique, et de ne pas prendre en compte la diversification, la diversité de l'agriculture française telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle devrait être en 2050. Un exemple très concret, c'est le choix qui a été fait par Julien Denormandie de soutenir via l'argent de la PAC à la même hauteur les agriculteurs qui s'engagent en agriculture biologique et ceux qui s'engagent dans l'agriculture HVE, haute valeur environnementale. Très clairement, on ne peut pas mettre les choses sur le même plan. D'accord ? Ce sont des pratiques agricoles qui ont des niveaux d'intérêt du point de vue du bien commun, du point de vue de la préservation de la biodiversité, du point de vue de la préservation de la qualité de l'eau, du point de vue de la préservation de la santé, de l'environnement. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc, moi, je suis pour l'agriculture à haute valeur environnementale. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que la ferme France conventionnelle fasse un pas de côté pour commencer à produire mieux et à prendre un petit peu mieux en compte les contraintes environnementales, la réduction des pesticides, etc. etc. C'est un peu un remake de l'agriculture raisonnée qu'on nous avait fait dans les années 90. Donc quand vous entendez à quel point je suis assez critique sur ce dispositif-là, parce que je pense que c'est une espèce de greenwashing. On essaie de nous faire croire que la ferme France, les agriculteurs vont faire mieux avec un truc à haute valeur environnementale. Quand vous y connaissez rien en agriculture, on vous dit c'est haute valeur environnementale, vous dites bah c'est bon, c'est chouette. En fait, quand vous regardez les cahiers des charges, enfin plutôt les cahiers de recommandations, on voit à quel point c'est trop faible comme niveau d'ambition. Une fois qu'on a dit ça, c'est un outil qui est très précieux pour aider le monde conventionnel à faire un premier pas de côté et à commencer à enclencher une dynamique de changement, de questionnement sur ces pratiques agricoles et de questionnement sur l'impact de ces pratiques agricoles sur l'environnement, sur la santé des hommes et des consommateurs. Donc oui, il faut encourager la HVE parce que ça permet à certains agriculteurs de commencer à faire un premier pas et de commencer à se poser des bonnes questions et à enclencher une dynamique vertueuse de changement. Mais on ne peut pas mettre ça sur le même plan que les pratiques, les modèles les plus aboutis, comme celui de l'agriculture biologique, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Une boutade d'abord, dans les vaches race mixte, il y a la race normande qui fonctionne très bien en production laitière et en viande. Bon, je l'ajoute à mes références. Voilà, parce qu'elles sont très jolies aussi. Donc je suis paysanne à la retraite et dans votre exposé,
on parle beaucoup d'agriculture, mais on ne parle pas de paysans. Donc moi, dans ma carrière, j'ai commencé en agriculture conventionnelle dans les années 80. Et à partir des années 90, on s'est posé la question justement avec la PAC qui encourageait à faire du maïs. Et on a abouti en 5 ans à arrêter le maïs, à travailler en herbe intégrale par ici. Mais on a fait ça avec des groupes on a créé une association avec des copains et on s'est formés mutuellement en faisant des expériences, en invitant aussi des chercheurs, etc., pour nous aider dans notre démarche. Et on est arrivé à avoir une vie, parce que là, on ne parle pas de la vie des paysans, ils ont du travail, ils ont besoin d'un revenu, et on dirait que tout le monde prend les décisions pour eux et qu'ils ne peuvent pas être acteurs de la transformation. Et je pense qu'actuellement, en France, nous, on a créé des groupes CIVAM ici qui fonctionnent toujours. On a transmis notre exploitation à 2 jeunes qui prennent des vacances, qui ont une qualité de vie qu'on avait aussi, hein, 1 mois de vacances par an, même si ce n'était pas 1 mois à la suite. Mais je veux dire, on avait une qualité de vie équivalente aux autres couches de la société. Et il y a des groupes de paysans qui cherchent dans ce domaine et qui arrivent à trouver des solutions. Et on n'en entend pas parler dans votre exposé. Ouais, j'accepte la critique parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il y a dans le monde agricole, il y a une diversité de modèles, il y a une diversité d'organisations. Et il y a effectivement des hommes et des femmes dans leurs fermes qui ont, depuis très longtemps, fait des choix différents et qui n'ont pas du tout été aidés par le système. C'est ce que vous évoquez, vous avez dû vous prendre en main, créer des collectifs, échanger entre vous pour continuer à avancer, pour vous rassurer, pour tester des pratiques. Et vous dire, bah oui, si ça marche, on peut y aller, on peut continuer, mais il a fallu le faire par vous-même. Et ça a existé dans le passé, et ça existe encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre en compte la diversité de l'agriculture française telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a pas un modèle monolithique, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une attention sur les différentes formes d'alternatives qui existent dans l'agriculture et encourager celles qui fonctionnent. Ce que vous dites, l'élevage toute herbe, qu'on préconise à 2050 et qu'on souhaite voir se généraliser, c'est absolument pas une découverte ni une innovation. C'est des choses que des gens ont testées depuis des années et qui peuvent attester que ça fonctionne, qu'on vit bien de son boulot, qu'on n'est pas dans une intensification, on n'a pas des niveaux de productivité par vache qui sont extraordinaires. Par contre, on a très très peu de charges et on a un système qui est très résilient. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux. Et du point de vue de la rentabilité in fine, je ne parle pas du chiffre d'affaires, je parle du revenu à la fin de l'année. On produit peut-être moins, mais on a beaucoup moins de charges. Et donc, on est plus autonome, plus résilient, et on peut très bien vivre dans ce genre de système-là. Et alors, du coup, votre critique me touche, parce que si ça ne paraît pas à travers mon exposé, c'est dommage. Mais je suis complètement d'accord avec votre remarque. Il y a une diversité d'hommes et de femmes qui font des choix depuis longtemps, depuis les années 60-70, qui sont différents et qui ne correspondent pas au domaine au modèle dominant. Et moi, quand je porte un propos sur l'agriculture, effectivement, on est à l'échelle nationale. Et donc, à l'échelle nationale, les tendances, les statistiques, etc., font ressortir ce modèle dominant et gomment sans doute la diversité de pratiques et de modèles que vous évoquez. Oui, merci pour votre exposé. Mais voilà, moi, je suis une citoyenne. J'essaie de faire moins manger de viande dans mon assiette. Mais quand je vois le poids des lobbies et des entreprises internationales, chimiques en particulier, qui sont capables de faire reculer, là, je me dis que c'est gentil, quoi. Mais les vrais puissants, c'est pas en mangeant moins de beefsteak dans notre assiette qu'on va arriver à régler ce problème. Qu'on voit en Bretagne, par exemple. Hein. Nous, on sait parfaitement, je parle aux algues vertes, etc., ou au glyphosate qui a été continué. Les puissants ne sont pas de notre côté. Ils ne sont pas du côté... et cette dimension-là, je ne l'ai pas vue dans votre exposé. Ouais. Ok. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Les puissants, ils ne sont pas de ce côté-là. Ils ne sont pas à porter à promouvoir des alternatives qui augmentent l'autonomie des fermes, qui permettent de se passer de tous les intrants et de toute l'artillerie de trucs qu'on essaie de nous vendre, des semences que j'évoquais, ou des engrais, etc., ou des nouvelles machines super modernes. Et puis sur les enjeux nutrition-santé ou sur les feuilles de route climatiques de la France, on sait qu'il y a un lobby extrêmement fort
qui est un lobby en fait qui vise à une certaine forme de conservatisme, de statu quo, quoi. En disant non mais attendez, c'est pas si grave, faut peut-être faire une étude et puis quand on aura une étude on verra enfin si on peut agir. Alors que l'analyse de la situation elle est très très claire. Ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens, c'est ce que vous évoquez, c'est par nos actes de consommation. On peut travailler sur l'évolution de notre alimentation pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation. On peut choisir aussi à qui on donne les fameux 100 € de dépenses alimentaires, en consommant en direct avec les fermes de son territoire, en squeezant, il faut. Oui, moi c'est ce que je fais à titre individuel, en squeezant la grande distribution à chaque fois que je le peux, quoi. Et puis je consomme très très peu de produits transformés qui viennent de l'agroalimentaire. J'essaie de cuisiner le maximum des produits bruts. Nous en tant que citoyens on peut faire ça. Après on peut voter aussi. Vous allez me dire, c'est pas comme ça qu'on lutte contre les lobbies. Pas complètement, mais quand même ça en fait partie. Et quand on est une collectivité locale, c'est le cas de la commune de Carolles, on a aussi prise sur une partie de cette équation-là, sur la préservation du foncier, sur l'exemplarité de la collectivité à travers ses choix de consommation. Ce soir, on ne vous donne pas du jus d'orange en bouteille et des chips avec des cacahuètes du supermarché. On fait venir un artisan avec un talent qui cuisine des produits, etc. etc. Donc il y a un choix d'exemplarité. Je ne caresse pas les élus de la commune dans le sens du poil, mais là, on a un exemple très, très concret d'une collectivité qui agit de manière assez cohérente. Sur les enjeux d'installation-transmission, les collectivités locales peuvent faire des choix aussi. Sur le soutien à une agriculture locale, résiliente, autonome, avec une relocalisation de la consommation via le développement des circuits courts, etc., etc., via le soutien au développement d'outils de transformation locaux, des outils d'abattage locaux, des outils de transformation d'huile, de farine, etc., localement, les collectivités locales peuvent et doivent agir aussi. Après, le poids des lobbies, oui, je partage le constat, et on se bat contre eux, mais on se bat avec des tout petits moyens, quoi. Mais passer le message, discuter, dialoguer, échanger, informer les consommateurs pour que les consommateurs deviennent consommateurs, citoyens engagés, etc. Ça fait partie de l'équation. Après, la bataille, elle n'est pas gagnée, hein, on est d'accord. D'accord. On aime bien être caressé dans le sens du poil, cependant. C'est agréable. C'est pas toujours le cas. Est-ce que les modèles agricoles que vous préconisez permettront d'assurer la sécurité alimentaire et en même temps l'approvisionnement énergétique? Oui. Non, parce que c'est le débat, hein. Aujourd'hui, il y a une extrême tension au niveau européen, y compris au sein de la Commission, entre ceux qui pensent qu'il faut produire plus et que c'est la priorité, et puis ceux qui s'attachent toujours au pacte vert et qui veulent faire prévaloir les objectifs environnementaux. Un certain nombre d'études, effectivement, ont conclu que cela conduirait à une diminution de la production. Et pas simplement les études américaines. Ok. Je vois que vous êtes bien affûté sur les sujets. Donc pour ceux qui ne voient pas l'arrière-fond de ça, l'Union européenne a proposé une stratégie que je présentais tout à l'heure, de la ferme à la fourchette, farm to fork, qui vise à soutenir un certain nombre de dynamiques que nous on soutient aussi, d'extensification des pratiques, de réduction de l'usage des produits phyto, de réduction de la consommation des engrais azotés, etc., etc. En gros, d'extensifier en partie les pratiques alimentaires et de recorréler davantage l'agriculture avec l'alimentation localement. Et les lobbies productivistes, les lobbies de l'agroalimentaire et les lobbies des produits phyto et des semences ont attaqué ça en disant mais attendez, si vous faites ça, ah là là, c'est grave, vous allez mettre en péril la capacité de l'Europe à nourrir ses habitants. Donc c'est le jeu des lobbies que madame vous évoquiez juste à l'instant. Et là, avec la guerre en Ukraine, il y a eu une réaction très forte de la FNSEA et de Julien de Normandie 24 heures après qui a dit ah là là, mais attention, guerre en Ukraine, il y a des tensions sur le cours du blé, il faut absolument lever les contraintes de production, remettre en culture les jachères et intensifier pour produire plus. Et dans le même temps, il y a un certain nombre de structures, donc il y a 450 scientifiques indépendants qui ont publié une tribune, qui ont signé une tribune en disant mais non, pas du tout, au contraire, le signal que nous envoie l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la dépendance forte de l'Europe
à des engrais azotés de synthèse, à un pétrole bon marché, etc. Et au moindre choc, on voit à quel point notre système il est fragile. Donc à l'inverse, au lieu de la fuite en avant et de l'intensification, il faut augmenter la résilience, il faut augmenter l'autonomie de la ferme européenne, un peu dans le sens de ce que nous on préconise. Donc ça, c'est 450 scientifiques. Et puis, il y a aussi une tribune qui a été signée par 26 ONG, type Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme. Je ne sais plus si la Confédération Paysanne était signataire, mais voilà, vous voyez ces organisations-là, paysannes, écologistes, citoyennes, qui tirent dans l'autre sens et qui disent, mais non, on voit la fragilité en cas de Covid de nos systèmes alimentaires, on voit la fragilité en cas de choc sur les ressources pétrolières ou gazières de notre agriculture. Donc au contraire, il faut aller dans l'autre sens, il faut extensifier, augmenter la résilience, augmenter l'autonomie, etc. Et donc nous, dans le scénario After 2050, qui est chiffré année après année jusqu'en 2050, on prouve qu'on peut aller dans ce sens-là d'une plus grande résilience de l'agriculture, d'une extensification des pratiques agricoles, d'une amélioration des impacts sur l'environnement, tout en maintenant une capacité nourricière de la France, parce que là on est à l'échelle France, tout en augmentant la part des bioénergies, des énergies renouvelables produites par l'agriculture et la forêt. Et vous l'avez vu sur la dernière slide, au niveau du solde import-export, on a encore une capacité d'exportation. Par contre, on exporte moins que ce qu'on exporte aujourd'hui, évidemment. Là-dessus, je veux bien rajouter un petit élément. On a eu au mois de septembre un exposé tout à fait édifiant du GIEC normand. Donc, on était en tant qu'élu invité à l'initiative de la région Normandie. Et je profite de la présence du président du SMPGA dans l'Assemblée pour évoquer un point qui reste un point de questionnement pas résolu pour les scientifiques qui se demandent pourquoi, dans le Sud-Manche notamment, les cours d'eau sont en train de baisser de niveau. Et ils penchent sur une hypothèse qui serait l'évaporation due au ruissellement, due aux pratiques agricoles, qui font que les sols ne retiennent plus l'eau, que les cours d'eau n'ont plus le même débit et que les épisodes de chaleur créent de l'évaporation. Donc, au-delà même de la question alimentaire, la question d'avoir de l'eau peut devenir critique dans les années qui viennent. Ce qui nous donne à tous extrêmement faim et soif, je pense. Si tout le monde est d'accord, on va terminer sur cette note calamiteuse. Non, je vais d'abord, avant céder la parole à mon camarade Victor qui a organisé ce cycle exceptionnel, et j'en profite pour remercier chaleureusement Monsieur Couturier et puis vous tous pour vos questions. Alors, avant de conclure ce cycle de conférences, je vais commencer aussi par remercier des personnes, parce que tout ça ne s'est pas fait tout seul. Et grâce à l'aide de certains bénévoles, on a pu monter ce cycle. Donc je vais remercier tout particulièrement Véronique Breton, qui est là ce soir et qui nous a fait une très belle communication et une très belle affiche pour ce cycle de conférences. Mais aussi Camille de Rostolan, qui est une carolaise qui m'a aidé à trouver de sérieux intervenants, comme Antoine ce soir, et qui nous a du coup offert un cycle de qualité. Vous l'avez compris, nous à Carole, on cherche à avoir une politique vraiment liée aux crises environnementales que l'on vit aujourd'hui actuellement, donc le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité. Donc la première étape était tout d'abord de vous sensibiliser à tout ça pour que aussi vous compreniez nos choix. Donc c'est pour ça qu'on vous a offert un panel d'intervenants allant du bureau d'études, de l'association, d'ingénieurs ou de docteurs pour pouvoir discuter sur des arguments, sur des chiffres, sur des choses concrètes. Et donc pour conclure, notre démarche à Carole, elle est simple. Elle est tout d'abord de veiller à ne plus du tout artificialiser les sols de nos terres agricoles et donc de les préserver à tout prix pour pouvoir y installer des agriculteurs, pour pouvoir atteindre l'autonomie alimentaire et au minimum de leur demander de respecter le cahier des charges biologiques pour en même temps préserver nos écosystèmes, notre biodiversité et notre santé. Voilà, donc voilà un peu notre objectif. Je vous invite, si vous le souhaitez, parce que la suite de tout ça va être de passer à l'action. Donc nous allons monter des groupes de citoyens pour essayer d'avoir déjà une vigilance foncière,
pour essayer de faire des réserves de foncier pour pouvoir installer les agriculteurs. Nous allons ouvrir des groupes de parole, des groupes de travaux, etc. Donc à la sortie, nous avons laissé une feuille avec un stylo pour que vous puissiez mettre votre nom et votre prénom ainsi que votre adresse mail si vous êtes intéressé par la thématique et que vous voulez participer avec nous à la construction de l'autonomie alimentaire du village. Voilà. Donc je vous remercie vivement d'y avoir assisté, d'avoir été avec nous dans ces moments d'éducation collective. Et maintenant, je vous invite donc à déguster les très bons repas de Sarah et que je vais d'ailleurs lui donner la parole pour qu'elle vous présente son menu. Donc je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. J'ai beaucoup moins l'habitude de parler dans un micro. D'ailleurs, vous m'entendez peut-être comme ça ? Allez. Je suis désolée, moi j'ai cuisiné presque que de la viande et des produits transformés. Je vais avoir une mauvaise natte. Non, pas du tout, je crois que je suis dans le thème. Ouf. Vous allez manger ce soir beaucoup de légumineuses, je crois qu'il faut en manger plus, que ce soit en sucré ou en salé. Beaucoup de légumes, zéro produit transformé, que des produits frais locaux. Les produits qui sont d'épicerie, disons, sont français, pas forcément tous locaux, mais français. Même s'il y en a des produits locaux, vous avez toute la farine que j'ai utilisée, c'est une farine d'épeautre qui est locale et aussi un petit peu de farine de sarrasin. Mais donc pour rentrer dans les détails, en salé, je vous ai préparé une pisse saladière d'oignons et poireaux confits avec un petit peu de roquette sauvage. Comme la demoiselle dans le coin là-bas, j'aime bien cueillir quelques petites plantes sauvages à Carole. Donc vous avez la roquette sauvage carolaise. Après, je vous ai préparé un houmous de pois chiches à l'ail des ours, puisque c'est la pleine saison. Et en plus, on en a à Carole, on a beaucoup de chance. Donc un houmous à l'ail des ours avec un petit peu de kumquat et de fenouil sauvage. Vous avez aussi des maquis d'asperges, des premières asperges blanches, non pas en feuilles de nori, puisqu'il n'y en a pas beaucoup en France, mais en feuilles de blette, avec un aïeulé à l'ail des ours aussi. Bon, du coup, j'ai une passion pour l'ail des ours, là je vous en ai mis, désolé, un petit peu partout. Et en salé enfin, vous avez des petites tartelettes d'épeautre avec de la crème montée au vinaigre de cidre et des pickles de brocoli pourpre de mon jardin. Enfin, le sucré, vous avez un brownie aux haricots borlotti de Champeau. Donc c'est un brownie sans œufs, sans beurre, voilà, ça change et vous allez voir, on ne voit pas vraiment la différence, ce qui est assez bluffant. Et avec un pralin de sarrasin et d'amandes. Et pour terminer, une tartelette aux agrumes corses avec un petit peu d'herbe d'amour, qui est une petite fleur, c'est un chardon non piquant qu'on trouve partout dans nos champs l'été, qui est comestible et qu'on peut faire sécher ou consommer frais. Mais là il est sec puisque ce n'est pas la saison. Voilà, bon appétit!